Chers consoeurs, chers confrères, nous sommes en pleine période aujourd'hui des comptes annuels, de clôture des comptes annuels, et à la constatation, disons, de certaines sociétés qui sont en difficulté déjà aujourd'hui et qui vont le devenir de plus en plus avec la crise économique et la crise sanitaire que nous connaissons. Nous devrons prendre certaines dispositions et c'est ainsi que nous avons jugé bon vous donner et vous redonner quelques principes, disons, de la loi du 11 août 2017, notamment les principes de base, disons, de cette législation sur l'insolvabilité. Alors, d'une part, je vais vous donner, disons, les actes essentiels. Ensuite, nous aurons une autre séance complémentaire avec Mademoiselle Classe qui donnera également ce que le tribunal, disons, pense et a donné comme instruction aujourd'hui au juge de l'entreprise. Et en troisième partie, nous demanderons à maître Cédric Alter, qui est le président avec Nathalie, procureur du réseau CAP que nous avons constitué en 2009, juste après la crise, disons, de 2008, lorsque la loi sur la continuité d'entreprise est apparue le 30 janvier 2009. Maître Alter donnera quelques éléments, disons, de suggestions à devoir faire au ministre compétent. Il est en effet très difficile et souvent d'établir le diagnostic permettant de déterminer qu'une entreprise se trouve en état de discontinuité. Dans le cadre d'une entreprise en difficulté, le rôle du professionnel comptable qu'est l'expert comptable est prédominant dans le conseil judicieux qu'il sera attendu par la société. Le législateur ne s'est pas trompé, c'est ainsi que la loi du 30 septembre 2009, dite continuité des entreprises, s'est substituée à la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et elle a été modifiée in fine le 27 mai 2013. J'ai dit 30 septembre 2009, c'est pas 30 septembre 2009, c'est 30 janvier 2009. Alors, notre rôle est avant tout un rôle de prévention. De prévention car le professionnel comptable, qu'est l'expert comptable, est le premier acteur de la prévention des difficultés sociétales. Le reviseur, lui, doit s'appuyer notamment sur les dispositions du Code des sociétés et des associations, mais aujourd'hui, l'ensemble de la profession, l'ensemble des professionnels ont été quelque part, disons, sont quelque part responsabilisés par des directives édictées par le code, disons, et la loi notamment du 11 août 2017. Alors tout d'abord, comme vous le savez, c'était l'article 633, 634 antérieurement qui a été quand même quelque peu modifié en deux éléments. Tout d'abord, pour les entreprises qui n'ont pas de capital, puisque aujourd'hui, le Code des sociétés et des associations permet à une entreprise, disons, de ne pas avoir de capital, mais avoir des apports disponibles et des apports indisponibles. La notion des capitaux propres est un élément, disons, essentiel dans le domaine. Donc, pour les types d'entreprises que sont la SRL et la société coopérative, l'article 553 concernant la SRL indique notamment que lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf disposition plus rigoureuse des statuts, convoquer l'Assemblée générale à une réunion à tenir dans les 2 mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires. Alors, donc, il y aura lieu, alors à ce moment-là,
de décider lors d'une assemblée générale extraordinaire de la dissolution ou non de la société ou des mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. Généralement, à cette assemblée, il y aura un business plan, disons, qui devra appuyer s'il y a continuité, disons, de l'exploitation. Alors, il doit y avoir également un rapport spécial qui expose les mesures pour assurer la continuité de la société. Et ce rapport est évidemment annoncé dans l'ordre du jour, et en cas d'absence de rapport, dit la loi, eh bien, automatiquement, l'Assemblée générale est nulle. En ce qui concerne les sociétés anonymes, il y a également, disons, un texte plus ou moins similaire à l'article 633 antérieur, que vous connaissez bien, et notamment c'est l'article 7.228 qui indique que par suite de la perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital. À ce moment-là, puisque la société anonyme doit toujours avoir un capital social, l'organe d'administration doit, sauf disposition plus rigoureuse des statuts, convoquer l'Assemblée générale à une réunion à tenir dans les 2 mois à dater du moment où la perte a été constatée. Dans le premier cas, qui sera le cas de la plupart des PME, pour les SRL et les sociétés coopératives, mais surtout pour les SRL, la notion d'actif net est très importante. Et l'actif net, qu'est-ce que c'est ? La loi définit, le code des sociétés définit ce qu'on entend par actif net, c'est-à-dire il faut entendre l'actif total, déduction faite des provisions et des dettes. Je rends attentif également sur la consistance de l'actif, de manière à pouvoir avoir cette soustraction entre l'actif et les déductions des provisions et des dettes. L'actif ne doit pas comprendre des éléments qui n'auraient pas de valeur, et d'autre part, je rends attentif également aux comptes courants débiteurs, disons, des associés, qui sont constitutifs généralement d'un abus de bien social lorsqu'ils sont très importants, et en tout cas d'une diminution, disons, de l'actif net, de manière à apprécier la valeur de cet actif net, car dans pas mal de cas, disons, le compte courant débiteur d'un associé est quelque chose qui n'est pas toujours liquide au niveau, disons, des entreprises. Il faudra également être attentif aux plus-values, disons, de réévaluation qui auraient été dégagées et qui constituent évidemment l'actif net d'une société. Donc là, c'était déjà une première sonnette d'alarme qui était prévu par le Code des sociétés et des associations et qui a été renforcé aujourd'hui, puisque on devra alors à ce moment-là établir un plan financier de manière à prouver, disons, la continuité. Donc le professionnel comptable a un rôle important à jouer de détection, disons, des pertes de l'entreprise, et ceci est tout à fait d'actualité, tant pour les comptes annuels qui se clôturent que pour les difficultés que l'entreprise va rencontrer dans le futur. Alors, une question peut se poser en ce qui concerne, disons, la situation actuelle. Entre la date, disons, de clôture des comptes annuels et la date de l'Assemblée générale, il y a un événement, disons, grave qui vient perturber la bonne continuité, disons, de l'entreprise. Faut-il en tenir compte dans l'établissement des comptes annuels? En tout cas, du moins, si une restructuration, disons, n'est pas posée, il y aura lieu alors à ce moment-là d'indiquer exactement dans le rapport de gestion, s'il y a un rapport de gestion, les circonstances et l'impact, disons, sur les résultats éventuels, et en tout cas, de ne pas, s'il n'y a pas de rapport de gestion, l'annexe des comptes annuels jouera un rôle à ce moment-là important. Je rappelle aussi, dans le cadre des sonnettes d'alarme, l'article 3.6 qui indique notamment, toujours dans le rapport de gestion, au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée, où le compte de résultat fait apparaître pendant 2 exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles d'évaluation en continuité doit être indiquée. Donc ça, c'est un élément relativement important, disons, à signaler.
Alors, les révisions de l'entreprise, tout à l'heure, je vous ai dit, en fonction du Code des sociétés et des associations, ont déjà des contraintes au niveau de leur responsabilité, puisque les commissaires qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique de la société doivent en informer l'organe d'administration de manière circonstanciée, et dans ce cas, l'organe d'administration doit répondre et doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'activité de la société. Ils ont un mois pour répondre, finalement, à dater de la communication au commissaire. Si les commissaires n'ont pas, disons, de réponse, ils peuvent alors, à ce moment-là, communiquer par écrit leur constatation au président du tribunal de commerce. Donc, dans une situation normale, oui, ça se fait. Dans la situation actuelle, je crains qu'alors, à ce moment-là, les tribunaux de commerce soient, encombrés, disons, de signalements d'entreprises, disons, en difficulté. Mais toutefois, s'il y a urgence et s'il y a fait grave et concordant, on devra le faire, les commissaires devront le faire d'une part, mais aujourd'hui, en fonction de la loi sur la continuité, aujourd'hui le professionnel du chiffre est confronté aux difficultés de l'entreprise, et d'ailleurs le livre 20 prévoit aussi pour tous les professionnels, quel qu'il soit, lorsqu'il y a des faits graves et concordants, d'une part, de demander à l'organe d'administration ce qu'il va faire pour y remédier. Deuxièmement, s'il ne reçoit pas, disons, de réponse, automatiquement, à ce moment-là, peut-être, ils peuvent prévenir également le tribunal de commerce, disons, de cette chose. Alors, il est évident que le professionnel comptable devra vérifier quelles sont les chances de survie de l'entreprise. Il doit évidemment bien connaître l'entreprise pour ça et connaître son organisation, avoir une connaissance générale de l'entreprise, son organisation administrative et comptable. Il doit connaître également tout l'ensemble des procédures qui ont été mises en place, mais il devra faire un diagnostic en se positionnant sur les postes d'actifs, de passifs et du compte de résultats, en analysant les résultats et en analysant financièrement la société de manière à pouvoir vérifier quelles sont, disons, les solutions à devoir donner. Donc, il devra ébaucher toute une série de solutions de manière telle à avertir l'organe d'administration qui doit prendre ses décisions, soit de restructurer l'entreprise par cette loi de procédure en réorganisation judiciaire, ou éventuellement de liquider la société, ou plus radicalement, qui peut être aussi finalement une restructuration d'entreprise, de déposer, disons, le bilan. Alors, la justification de la continuité par l'organe d'administration, dit-on aujourd'hui, on ne dit plus organe de gestion, on dit organe d'administration, est prévue également dans l'ancien article 96 qui est passé à l'article 3.6 du Code des sociétés et des associations, en disant il faut justifier, disons, la continuité. Alors, comment apprécier la continuité d'une entreprise, la continuité d'exploitation, disons, de la société? Bon, aujourd'hui, il y a des faits graves et concordants qui mettent en péril la situation financière, disons, de la société en fonction de cette crise sanitaire qui n'est jamais arrivée, disons, et qui est arrivée qui n'est jamais arrivée depuis plus de 100 ans. Eh bien, il y a des critères qui se basent tout d'abord, des critères objectifs sur la situation financière de la société. Il y a des critères qui se basent sur l'exploitation, ce qui est nettement plus important, et des critères, disons, des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs financiers nés d'exploitation, mais qui sont des indicateurs, par exemple, en matière de ressources humaines. Alors, un seul fait grave et concordant n'est pas nécessairement un élément en soi, disons, de discontinuité d'une entreprise. Il est évident que
la loi sur l'insolvabilité a été assez restrictive en cette matière, puisque aujourd'hui, un trimestre de retard au NSS ou de précompte, un seul trimestre de retard est constitutif, alors à ce moment-là, de faits graves et concordants, mais ce n'est pas un seul, il doit y avoir plusieurs indicateurs. Alors passons quelques indicateurs, disons, en revue. Il y a les indicateurs d'exploitation, comme je vous disais, ce sont les éléments essentiels. C'est une diminution du carnet de commandes. On constatera cette diminution pour l'exercice 2020, puisque il y a arrêt aujourd'hui dans la plupart des cas de l'exploitation, disons, de l'entreprise. Alors, bon, un autre indicateur d'exploitation, c'est l'accroissement, disons, des charges de structure. Forcément, les charges de structure ne sont plus adaptées aujourd'hui, finalement, à l'activité de l'entreprise. Il n'y a plus de chiffre d'affaires, mais les charges de structure continuent. On peut peut-être diminuer les charges variables, c'est ainsi que le gouvernement a très bien compris les mesures qui doivent être appliquées, disons, en la matière, mais nous devons absolument, disons, ces charges vont continuer, disons, à grever les résultats, disons, de l'entreprise. Alors, l'augmentation, il y a des difficultés d'encaissement des créances, puisque tout ça va faire boule de neige, disons, au niveau des difficultés de l'entreprise. Les clients ne payeront pas, disons, les entreprises, donc il sera difficile de payer les créanciers, disons, pour l'entreprise, que ce soit les fournisseurs, ou bien les créanciers ONSS, ou bien TVA, ou bien précompte. L'absence de marché, elle est constatée aujourd'hui. Alors, j'espère que ceci ne sera que passager, étant donné, disons, cette crise dans différents secteurs, et notamment le secteur HoReCa, qui a déjà été touché par les événements, disons, antérieurs, aujourd'hui est encore touché, disons, par cette crise, disons, sanitaire sans précédent. Alors, ça, c'est une chose. L'exploitation doit être appréhendée. Donc, il va être très difficile de prévoir un chiffre d'affaires, disons, dans les mois à venir, étant entendu que, actuellement, il y a absence totale de chiffre d'affaires lorsqu'on déposera une requête en procédure en réorganisation judiciaire. Si la rentabilité, disons, d'une entreprise n'est pas prouvée dans une situation normale, je crois que c'est tout à fait inutile de vouloir s'entêter et de continuer au niveau, disons, de l'exploitation de cette entreprise. Alors, un deuxième élément d'indicateur, ce sont les indicateurs financiers de l'entreprise. Et là, ces indicateurs financiers, la trésorerie est évidemment touchée immédiatement, voire elle disparaît, disons, de la société en fonction des paiements à devoir effectuer sans avoir de contrepartie, disons, de recettes. C'est tous les indicateurs qui nous sont donnés par l'analyse financière de l'entreprise. Le législateur, d'ailleurs, au niveau du Code des sociétés et des associations, s'est pas trompé, puisque même en cas de distribution de dividendes, il y a lieu pour les sociétés sans capitaux de devoir faire les tests de l'actif net et les tests de solvabilité et surtout de liquidité. Alors, les tests de liquidité, d'une part, c'est le fonds de roulement, mais le fonds de roulement, disons, au sens large, c'est pas celui-là qu'il y a lieu de voir, mais c'est plutôt celui au sens strict, c'est-à-dire que le fonds de roulement au sens large, c'est l'actif circulant moins les dettes à 1 an au plus, tandis que le fonds de roulement, la liquidité au sens strict, c'est exclu, disons, les stocks de l'actif circulant. Donc les indicateurs financiers, ce sont des indicateurs très importants, et dans le cadre de l'introduction d'une procédure en réorganisation judiciaire, c'est assez difficile de pouvoir l'appréhender aujourd'hui. Alors, c'est une rotation de stock lente. Généralement, ici, l'entreprise est à l'arrêt. Ces stocks ne sont plus en rotation du tout, donc au niveau, disons, de la société. Alors,
Tout à l'heure, je disais, provision peut-être à devoir constituer sur les comptes annuels arrêtés au 31 du 12, fin d'exercice, par rapport à l'Assemblée générale qui a lieu, disons, postérieurement, qui n'a pas encore eu lieu. Faut-il tenir compte, éventuellement, d'éléments de restructuration? Je crois que même si fiscalement, et ça, nous ferons un petit spot, disons, sur le sujet, même si fiscalement les provisions, disons, ne sont plus acceptées comme elles l'étaient antérieurement, il y a lieu, me semble-t-il, si on décide une diminution, disons, du personnel, déjà d'en tenir compte dans la situation arrêtée au 31 décembre, parce que c'est un événement post-clôture, mais avant l'Assemblée générale, qui peut être relativement important que de devoir constituer une provision, disons, pour passif social. Il y a des indicateurs de ressources humaines, disons, qui sont très importants lorsque l'on constate une difficulté de l'entreprise. Parce que, disons que le burn-out, disons, touche également généralement le personnel qui est nettement moins efficace au niveau, disons, de la rentabilité. Alors, la procédure d'alerte, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a eu cette nouveauté en ce qui concerne l'ONSS et le précompte qui impose notamment dans la notion de fait grave et concordant qu'un trimestre de retard, un seul trimestre de retard, retenez-le, ONSS, précompte, TVA est constitutif, disons, de faits graves et concordants. Donc le retard anormal des paiements fournisseurs, évidemment, excédant par exemple les normes européennes, là c'est aussi un des facteurs, disons, aggravants. La réduction du coefficient de liquidité, comme je le disais tout à l'heure, menace évidemment la continuité de l'entreprise lorsqu'il n'y a plus de trésorerie. Alors, dans les entreprises, je le rappelle, dont la continuité est en péril et menacée, il doit y avoir application évidemment de règles spéciales d'évaluation. Les règles d'évaluation en continuité sont quelque peu différentes de celles, disons, en discontinuité, puisque dans les règles d'évaluation en discontinuité, il y a lieu de tenir compte des règles d'évaluation en liquidation, c'est-à-dire l'ancien article 28, paragraphe 2, qui est aujourd'hui l'article 336 du Code des sociétés et des associations, qui indique que les frais d'établissement doivent être complètement amortis dans une entreprise, disons, en discontinuité, que les immobilisés doivent être ramenés à leur valeur de réalisation. Les actifs circulants, évidemment, doivent être comptabilisés normalement, mais je parle d'éléments exceptionnels ici, et même peut-être que les valeurs, disons, des stocks doivent être comptabilisées en valeur liquidative, que toutes les provisions inhérentes à la liquidation et à l'état de discontinuité, comme les provisions pour passifs sociaux, doivent être évidemment comptabilisées. Donc il doit y avoir une adaptation prévue dans le droit comptable des règles d'évaluation et reprise d'ailleurs dans l'article 336 du Code des sociétés et des associations. Alors, de manière à pouvoir appréhender finalement la possibilité, disons, de restructuration d'une entreprise, et de prendre la décision éventuellement d'introduire une requête en procédure en réorganisation judiciaire, il y a lieu, bien sûr, d'établir un business plan, un plan financier, et généralement on va le faire sur une période relativement courte au départ, une période éventuellement d'1 an. Ici, je ne parle pas de la requête, je parle, disons, du plan financier de manière à voir si l'entreprise, disons, tient toujours la route, donc de manière telle à vérifier, disons, que les chances de survie de l'entreprise. Alors, ce plan financier,
c'est le plan habituel, hein, donc il faudra mettre en équation les espoirs, disons, de l'entrepreneur et les traduire dans les comptes et dans les comptes de résultats. Il est évident que le plan financier doit partir d'un compte de résultats, mais doit être établi également au mois le mois. Alors donc généralement on prend le compte de résultats détaillé, disons du schéma des comptes annuels, mais avec le plan comptable détaillé. On parle du chiffre d'affaires, moins les achats de matières premières, matières consommables, de manière telle à tirer la marge, avec la variation, disons, des stocks, la marge d'exploitation, qui doit se comparer d'exercice en exercice, de manière à voir et à calculer en pourcentage, disons, cette marge d'exploitation sur une période de 12 mois, par exemple, et mois le mois, il faut établir, disons, ce compte de résultats, qui est un élément relativement, disons, important et intéressant. Alors, donc, à partir de là, il y a lieu de déduire les services et biens divers bien détaillés, en les détaillant au mois le mois, pendant la période de 12 mois, donc c'est-à-dire tous les frais de, disons, de loyer, de charges locatives, de téléphone, etc., d'imprimés, de fourniture de bureau, les assurances, enfin les honoraires, tout ce qui est services et biens divers, et ensuite les rémunérations, les détailler, calculer suivant les besoins nécessaires sur base, disons, de l'organigramme fonctionnel de l'entreprise, et ensuite les amortissements et réductions de valeur, et vous avez le résultat d'exploitation après avoir pris également les charges d'exploitation en fonction, disons, de prévisions sur base du passé. Alors, ce résultat d'exploitation va être, disons, grevé des produits financiers et des charges financières que l'on maîtrise bien, et donnant alors à ce moment-là un résultat net. Donc là, vous avez alors à ce moment-là, sur une période de 12 mois au mois le mois, parce que l'entreprise est un cycle et que l'on ne peut tenir compte, disons, d'une année seule, mais il faut le faire au mois le mois, parce que les premiers mois de l'année sont peut-être meilleurs, disons que les 3 premiers mois sont meilleurs peut-être que les 3 mois suivants. Donc il faut voir en fonction, disons, de l'activité et du cycle d'activité de l'entreprise, quel est comment vais-je dire, quels sont les cycles, disons, de l'entreprise, de manière à pouvoir vérifier d'une part les résultats, mais un élément important suite à ce résultat, en fonction des conditions de la transaction commerciale, soit client ou soit commerciale au niveau des fournisseurs, et également des échéances à devoir tenir compte au niveau des dettes financières et autres, d'établir un budget trésorerie qui est l'élément important également sur une période, disons, de 12 mois, et qui va vous permettre de voir la faisabilité, disons, du plan de redressement en fonction des hypothèses de redressement que vous avez posées dans votre business plan. Alors là, ce budget de trésorerie part du disponible de départ, plus bien sûr les recettes, mais également toutes les recettes, mais également, disons, sous déduction de tout ce qui est fournisseur d'investissement, fournisseur de matière, toutes les échéances financières, les frais de personnel, l'ensemble des autres charges d'exploitation, les charges financières, en tenant compte bien évidemment de la TVA, de manière à vous donner un solde disponible au moins le mois, et d'inclure ça dans un tableau budgétaire sur une période, disons, de 12 mois, ce qui va vous permettre de vous rendre compte que l'entreprise, disons, peut réaliser son plan financier, et peut-être éventuellement, disons, introduire une requête en procédure, en réorganisation judiciaire. Alors, je vous ai parlé de l'adaptation des règles d'évaluation, du business plan. Ce qui est important, c'est au niveau de la requête et le rôle que doit jouer, alors à ce moment-là, l'expert comptable qui, en fonction du livre 20, article 41 paragraphe 2, 5e et 6e, a une mission, disons, à devoir accomplir. Oui, je tiens à rappeler maintenant
les documents nécessaires prévus par l'article 2041, paragraphe 1er à 10e, concernant, disons, 11e, pardon, concernant le dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire. Donc chaque document doit être également transmis au tribunal lors de l'introduction, disons, d'une requête, soit par l'avocat ou bien par le débiteur lui-même. Et cet article 41 indique que le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire doit adresser une requête au tribunal, mais à peine d'irrecevabilité. Si on n'a pas tous les documents, bien automatiquement la requête, disons, ne sera pas acceptée. Pourquoi ? Parce que, bon, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tribunal n'a plus qu'un rôle, disons, de forme concernant, disons, cette requête. Alors, à peine d'irrecevabilité, tout d'abord, premièrement, ce qui est très important, c'est l'exposé des événements sur lesquels est fondée la demande et dont il ressort que la continuité de l'entreprise est menacée. Donc là, c'est un élément relativement important et généralement, nous allons le vivre dans les périodes à venir. Donc, les entreprises, disons, qui ont déjà des difficultés actuelles vont avoir des difficultés accrues par l'arrêt sur image, disons, de l'exploitation de l'entreprise en fonction de cette crise de la pandémie. Donc, l'exposé des motifs devrait être complet et d'expliquer en quelque sorte quels sont les événements qui font que on est obligé, alors à ce moment-là, d'introduire une requête. Alors, l'indication, l'objectif de la requête. Alors ça, c'est très important aussi parce qu'on doit indiquer les objectifs pour lesquels le débiteur sollicite l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire. Alors, il y a trois éléments, disons, à ce sujet. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'accord amiable. Bon, cet accord amiable, je dois dire que c'est plus un moratoire qu'autre chose, de dette. Et l'accord amiable est généralement, est très rarement, disons, appliqué aujourd'hui. Donc c'est un rééchelonnement, en quelque sorte, des dettes sans abattement de celles-ci. Alors il y a évidemment ce qu'on appelle l'accord collectif, disons, et là c'est ce qui est le plus courant. Donc l'accord collectif, c'est-à-dire que cet accord collectif, il faut, lorsqu'on dépose la requête, il y aura déjà peut-être un pourcentage, disons, d'abattement qui va être prévu, disons, dans le plan qui va être un pré-plan quelque part qui va être déposé au moment de la requête. L'accord collectif, c'est une majorité, disons, des créanciers sur base du plan de réorganisation qui doit y avoir lieu au moment de l'homologation, disons, du plan. C'est-à-dire, il y a deux majorités. Il y a une majorité en nombre de créanciers lors du vote à l'homologation, disons, du plan de restructuration. Lors du vote, il doit y avoir une majorité, disons, qui vote pour, et d'autre part, en montant également, une majorité, disons, en montant. C'est le deuxième type, disons, c'est le deuxième type possible d'objectif. Le troisième type est le transfert d'entreprise. Le transfert d'entreprise, c'est quoi ? C'est une cession, disons, de tout ou partie, disons, de l'entreprise. Alors, ce transfert d'entreprise est un élément qui était relativement important, disons, dans les plus grandes entreprises, les entreprises en difficulté, de manière à pouvoir alors à ce moment-là, réduire les effectifs de la société. Bon, le but de la loi du 30 janvier 2009 sur la procédure en réorganisation judiciaire et la loi sur la continuité est de maintenir un maximum, disons, d'emplois. Or, le transfert d'entreprise, généralement, ce qui pose des problèmes, c'est le poste personnel où il y a très peu de façons, disons, de le réduire sans payer d'indemnité, disons, lourde de préavis. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? La société, disons, qui était en difficulté, cédait à une newco constituée préalablement les actifs
et certains actifs et également le personnel, disons, nécessaire à la réalisation de l'activité. Et toute une procédure, évidemment, de manière telle à ce que ce soit rendu public et que ce soit le meilleur, disons, opérateur qui reprenne l'entreprise. Mais aujourd'hui, en fonction, disons, de l'arrêt Plesser, ce n'est plus possible et les tribunaux n'acceptent plus, disons, ce transfert, disons, d'entreprise, étant donné que le cessionnaire, l'entreprise, disons, reprenant les actifs et le personnel, disons, nécessaire à la réalisation de l'activité, risque alors à ce moment-là de devoir payer les indemnités, disons, de préavis du personnel qui restera dans la société de défaisance. Donc les trois objectifs sont ceux-là: d'une part, accord amiable, d'autre part, accord collectif avec les majorités concernant les créanciers, et puis le transfert d'entreprise qui aujourd'hui a perdu un peu de son sens. Ensuite, la requête devra prévoir l'indication d'une adresse électronique à laquelle est joint, tant que dure la procédure en réorganisation judiciaire, on doit pouvoir correspondre et accuser réception des communications. Il faudra joindre également les 2 derniers comptes annuels. Et puis cinquièmement et sixièmement, je vais y revenir. Septièmement, une liste complète des créanciers sursitaires reconnus. Huitièmement, un exposé des mesures et propositions envisagées. Donc là, c'est déjà un pré-plan pour rétablir la rentabilité, la solvabilité, disons, de l'entreprise. Ensuite, en 10e point, une liste des associés si le débiteur est une entreprise visée par les articles 20, premièrement, alinéa C, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée et la preuve que les associés ont été informés. Et puis, une copie des commandements, éventuellement, et les mesures, disons, également, obligations légales conventionnelles d'information aux travailleurs. Donc ça, ce sont les différents éléments qui doivent être fournis à la requête, y compris ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire le 4e et le 5e. Alors, l'article 20-41, 5e, indique que le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure en réorganisation judiciaire doit joindre à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultat, ne datant pas plus de 3 mois, établi aujourd'hui avec l'assistance d'un reviseur d'entreprise ou bien d'un expert comptable, puisqu'il n'y a plus qu'une catégorie, disons, d'experts comptables, mais un expert comptable, et ça peut être l'expert comptable de la société. Alors, situation comptable qui reflète l'actif et le passif, donc ça ne doit pas être n'importe quelle situation comptable non plus. Il faut que cette situation comptable établie ne présente pas d'incohérence au niveau, disons, des résultats accusés, qu'il n'existe pas de surévaluation manifeste, à mon avis, de l'actif net et que les résultats ne soient pas surestimés. Donc, nous conseillons, en tant qu'ordre, d'effectuer quand même un contrôle limité, disons, de cette situation comptable afin de garantir l'objectivation du bilan et du compte de résultats. Et le professionnel devra être particulièrement attentif sur l'évaluation des passifs et des actifs, sur l'application notamment du principe de césure, donc ce qu'on appelle le cut-off notamment, puisque il faudra tenir compte des factures à établir, des factures à recevoir, de l'application, disons, stricte et en continuité des règles d'évaluation, de la comptabilisation des amortissements, des réductions de valeur et des provisions, et même, puisqu'il s'agira encore d'une situation en continuité ici, puisqu'on introduit une requête et qu'on se demande que toutes les chances, disons, soient au niveau de l'entreprise, s'il y a des frais d'établissement, de les maintenir, mais d'amortir sur base, disons, de la règle en un maximum de 5 ans, et surtout les frais de restructuration. Alors à ce sujet, les frais de restructuration antérieurs, s'il y a une restructuration antérieure, ne doivent plus figurer, disons, à l'actif du bilan, ils doivent être déjà amortis puisque la restructuration n'a pas porté ses fruits et qu'on demande une nouvelle restructuration.
d'exploitation. Alors, les comptes courants des associés, ben là, ça pose généralement problème dans le cadre d'une entreprise en difficulté, car il y a une responsabilité importante, disons, de l'associé, qui généralement n'est pas toujours solvable au niveau, disons, de l'entreprise, et ces comptes courants devraient être proscrits et en tout cas viennent diminuer l'actif net de la société. Alors ne pas oublier non plus de mentionner dans la situation comptable qui ne remonte pas à plus de 3 mois, de mentionner les engagements, disons, de la société. Parce que ces engagements sont évidemment importants de manière à pouvoir déterminer les créances sursitaires ordinaires et les créances sursitaires, disons, extraordinaires qui vont figurer, disons, dans la requête. Alors, ça c'est le 5e. Et le 6e, l'expert comptable devra alors à ce moment-là vérifier la trésorerie de la société sur base de l'élaboration d'abord d'un business plan aussi. Le business plan doit comprendre plusieurs éléments. Tout d'abord un budget d'investissement, un budget d'exploitation et un tableau de ressources et de besoins financiers. Alors, le budget, disons, d'investissement, pourquoi? Parce qu'une entreprise, disons, même en difficulté, doit pouvoir faire face, disons, à certains investissements également nécessaires à la bonne continuité de l'exploitation de l'entreprise. J'étais mandataire de justice dans une société qui fabriquait des flaconnages, automatiquement, et des fours, il fallait chaque fois investir et c'est obligatoire, disons, dans le cadre même de cette entreprise qui était alors à ce moment-là en difficulté. Mais il faut tenir compte évidemment de ce budget d'investissement. Le budget d'exploitation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un tableau d'exploitation prévisionnel, mais établi également au mois le mois, sur base des hypothèses de travail et sur base des hypothèses de restructuration, disons, de l'entreprise. Ce budget est très important puisqu'il va servir à établir le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est le 6e de l'article 41 qui indique qu'il y a lieu de faire un budget de recettes et de dépenses sur la période de sursis demandée. En effet, l'avantage, disons, d'une procédure en réorganisation judiciaire, c'est que l'entreprise est sous contrôle du tribunal, bien sûr, mais sous contrôle qu'elle ne peut pas tomber en faillite pendant la période de sursis, mais également elle a le temps de préparer, disons, son plan de redressement comme nous voyons, disons, actuellement, mais elle est, l'entreprise, alors à ce moment-là, peut généralement établir un budget, disons, de trésorerie. Elle doit établir un budget de trésorerie sur la période de sursis demandé, c'est-à-dire 6 mois renouvelables, même jusque 2 fois, disons, à renouveler. Voilà en ce qui concerne, disons, la procédure en réorganisation judiciaire qui sera certainement, disons, un moyen de restructuration pour les périodes qui vont venir. Alors, je passerai la parole tout de suite à Mademoiselle Casse qui va vous donner un petit exposé sur ce que le tribunal, disons, de l'entreprise de Bruxelles a décidé en matière de dépôt de requête et de faillite. Merci de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre des Flash Infos que nous destinons à nos membres, il m'a été demandé de vous informer sur les mesures prises par le ministère de la Justice au niveau des entreprises en difficulté et notamment au niveau du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Le ministre Gaines a demandé aux différents tribunaux d'assurer un service minimum limité au strict nécessaire et ainsi de favoriser, si c'est possible, le télétravail au sein de ses propres collaborateurs, c'est-à-dire auprès des greffes des différents tribunaux d'entreprise. Il convient également pour le personnel du ministère de la Justice d'éviter au maximum la tenue d'audience dans la mesure où celle-ci nécessite la réunion de plusieurs personnes. De même, un service minimum est assuré au sein de tous les greffes.
En ce qui concerne les différentes audiences possibles, il a été institué la règle suivante. À partir du jeudi 19 mars et jusqu'au vendredi 19 avril 2020 inclus, toutes les audiences du tribunal sont suspendues, sauf les audiences de référé et d'opposition à faillite, et sans préjudice de ce qu'il va être précisé ci-après. Les dossiers qui y sont fixés seront renvoyés d'office au rôle et seront refixés à une date ultérieure par les soins du greffe. Néanmoins, afin d'assurer un service minimum pour garantir les services d'urgence, les mesures suivantes sont prises au sein des différentes chambres du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. En ce qui concerne la 5e chambre, procédure de réorganisation judiciaire, toute nouvelle demande, ouverture de PRJ, prorogation de sursis, homologation d'accords amiables ou de transfert peut toujours être déposée par les avocats et les experts comptables dans Rexol, c'est-à-dire le registre central de solvabilité. Toutes les nouvelles affaires ou affaires déjà fixées dont le traitement est souhaité avant le 19 avril pourront être traitées sur procédure écrite, mais à la demande conjointe des parties. Pour les demandes d'ouverture de PRJ, le paiement de la contribution au fonds budgétaire se fera exclusivement par virement bancaire à un compte bancaire dédicacé à cet effet. Les audiences de vote fixées jusqu'au 19 avril 2020 ne seront donc pas tenues, mais seront postposées après le 19 avril 2020. Dans les dossiers pour lesquels un plan de réorganisation judiciaire doit être déposé avant le 19 avril 2020, les convocations ne seront pas envoyées avant le 20 avril 2020, ce qui impliquera donc un report de l'audience de vote des créances. En ce qui concerne la 21e chambre, celle qui traite des dissolutions judiciaires, les requêtes en tierce opposition à dissolution peuvent être déposées au greffe durant les heures d'ouverture. Elles seront enrôlées mais ne seront pas convoquées à une audience qu'après le 19 avril 2020. En ce qui concerne la 8e chambre, taxation des honoraires des curateurs, les requêtes pourront toujours être traitées par voie de procédure écrite. En ce qui concerne la 23e chambre, aveu de faillite et opposition à faillite, les audiences sont maintenues dans la mesure ci-après. Les aveux de faillite peuvent toujours être déposés sur Rexol, mais ne seront pas fixés avant la semaine du 20 avril 2020 au plus tôt. S'agissant des oppositions à faillite, les affaires seront introduites à l'audience et renvoyées au rôle. Elles pourront être traitées en procédure écrite, mais à la demande conjointe des parties. En ce qui concerne par contre la chambre des référés, les audiences là sont maintenues. En ce qui concerne le greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, situé au 4e étage boulevard de Waterloo, les instructions suivantes ont été faites. Le greffe restera accessible par mail et par téléphone suite au service minimum assuré par les greffes afin de poursuivre leur mission légale conformément à l'ordonnance rendue ce jour, c'est-à-dire le 18 mars par le président du tribunal. Par ailleurs, toute pièce de procédure doit, dans toute la mesure du possible, être déposée par e-déposite et ou envoyée au greffe par email. La consultation des dossiers au greffe, par contre, elle est suspendue. En ce qui concerne le greffe du registre des personnes morales, situé au boulevard de la 2e armée britannique à Forêt, le greffe restera accessible par email et par téléphone suite au service minimum à assurer conformément à la mission légale des différents greffes. Les actes des personnes morales peuvent être déposés
dans la boîte aux lettres située boulevard de la 2e armée britannique, 146. Les preuves de dépôt, elles, seront renvoyées par le greffe par la poste. Je vous remercie.